Le mécanisme africain pour d'évaluation par les pairs a procédé ce matin au lancement de la revue d'évaluation de la gouvernance au Sénégal. Le MAEP se réjouit des acquis démocratiques importants de notre pays et l'état de la gouvernance. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a présidé les travaux. Il a souligné les nombreuses réformes du chef de l'État pour le bien-être du peuple sénégalais, Cheikh Bamba Gueye. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP a été institué dans le cadre d'une EPAD par les chefs d'État africains. Le lancement du rapport sur le Sénégal arrive dans un contexte où notre pays a consolidé ses acquis démocratiques. Le Premier ministre, qui a félicité la Commission nationale de gouvernance dirigée par le professeur Babacar Gueye, rappelle les réformes enclenchées par le président Macky Sall. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, dès son accession à la magistrature suprême en 2012, a placé son magistère sous le signe de la bonne gouvernance. Pour traduire sa conviction et sa vision en actes concrets, il a pris des décisions d'une importance stratégique pour que le Sénégal fasse encore un saut qualitatif dans la promotion de la gouvernance. Parmi celles-ci, je peux citer la mise en œuvre d'une importante réforme de la décentralisation pour bâtir des territoires viables et comme acteurs de développement durable. Je veux d'importantes réformes constitutionnelles pour consolider les acquis démocratiques avec la restauration du quinquennat pour le mandat présidentiel et sa limitation à 2 mandats consécutifs, ainsi que le renforcement des compétences des institutions, le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale. À cela s'ajoute la consolidation de la gouvernance démocratique avec la modernisation des partis politiques, l'institution d'un statut du chef de l'opposition et la participation des candidats indépendants à tous les types d'élections. Ainsi donc, après 7 mois de travaux sur la gouvernance, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs vient de rendre à sa mission d'évaluation de la gouvernance du Sénégal, un travail qui s'est fait en toute transparence. Sénégal, Fédération Wallonie-Bruxelles, une coopération en marche pour magnifier les liens forts entre les deux pays. Le Premier ministre a convié le ministre-président de la Wallonie-Bruxelles à en dîner. C'était hier une occasion de mettre en exergue les belles perspectives de coopération. Thierno Amadoussi. La Fédération Wallonie-Bruxelles, la République du Sénégal, ce soir, 2 gouvernements se retrouvent pour célébrer une amitié profonde. Une dynamique de coopération constructive, magnifiée ici, autour de la teranga sénégalaise. La voie est donc ainsi tracée et ouverte à poser des actes concrets en matière économique, culturelle et sécuritaire, allant dans le sens de confirmer la convergence de vues entre le Sénégal et la Fédération Wallonie-Bruxelles, conformément aux valeurs qui fondent la francophonie et à laquelle nous appartenons tous. Relations de confiance, des domaines de coopération variés, Wallonie-Bruxelles et Sénégal sont partis sur des bases solides. C'est aller rechercher sur les terrains de l'égalité homme-femme. C'est aller rechercher sur le terrain de la diversité culturelle. C'est aller rechercher sur le terrain de l'épanouissement formatif de l'éducation et de la profession, l'enracinement de nos valeurs et finalement la sécurité d'existence et le plaisir du bien vivre ensemble. Et je dois dire que la terre du Sénégal est une terre qui a beaucoup d'atouts pour faire cette démonstration. Le ministre-président a aussi rappelé l'engagement qu'il faut pour combattre le radicalisme violent. Pour lui, l'exemple de la relation entre sa fédération et notre pays est à suivre. C'est dans l'optique de bâtir un univers de paix et de dialogue. Pour le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, cette visite du ministre-président démontre les belles perspectives de la relation entre Wallonie-Bruxelles et Sénégal.
Sensibilisation, retour d'expérience, c'est le thème de l'atelier sous-régional sur la criminalité organisé à Dakar par le ministère des Postes et des Télécommunications et l'ambassade des Pays-Bas au Sénégal. La rencontre aborde la question de la cybersécurité, ses enjeux et ses défis. Pape Bounatiao. Aucune action ne sera de trop pour endiguer ce que l'on pourrait appeler un véritable péril des temps modernes, la cybercriminalité. Ce panel de haut niveau a pour objectif principal de réfléchir à des possibilités de solutions. Les Pays-Bas soulignent l'importance d'assurer un Internet libre, ouvert et sécurisé. Libre, de sorte que tout le monde ait accès à l'Internet et aux opportunités sans précédent qu'il offre dans tous les domaines de notre vie. Ouvert, de sorte que l'information puisse circuler librement d'un utilisateur à l'autre en un seul cyberespace indivisible. Et sécurisé, de sorte que la vie privée soit garantie. Il devient donc de plus en plus nécessaire de mettre en œuvre une approche intégrée permettant la mise en adéquation des cadres juridiques et la prévention des abus dans le cyberespace, sans pour autant gêner bien évidemment le développement de ce merveilleux outil que constitue l'Internet. Le cyberespace, un cadre de connexion et d'interaction à l'échelle de la planète, mais aussi un terreau fertile pour les criminels et faussaires de toutes sortes. Les pays africains ont élaboré un début de réponse, une convention ratifiée par de nombreux pays dont le Sénégal, qui a déjà réalisé des progrès en la matière. Nous avons au niveau du cadre juridique et réglementaire quelques mesures qui ont été prises, notamment la loi sur les transactions électroniques. Le Sénégal vient de ratifier la convention de l'Union africaine sur la cybersécurité, mais également la convention de l'Union européenne. Et nous pensons pouvoir poursuivre ces efforts-là et arriver au niveau national à avoir une stratégie, mais aussi arriver au niveau sous-régional et international à l'harmonisation, puisque, comme vous le savez, la question de la cybersécurité transcende les frontières. Dans notre monde d'aujourd'hui, tout passe par la cybersécurité. Pour cela, il nous faut mettre en place de nouveaux mécanismes qui n'existaient pas, qu'on ne connaissait pas, des mécanismes juridiques, institutionnels, technologiques, pour nous barricader en quelque sorte. Pendant 2 jours, spécialistes et experts venus de plusieurs pays vont échanger sur les stratégies de lutte contre les cybercriminels. L'accent sera particulièrement mis sur la prévention et la sensibilisation précoce, seule précaution capable de réduire à leur plus simple expression les abus du cyberespace. Le CFA, une monnaie qui relie 14 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à l'euro à travers la France, né pendant le temps des colonies. Le franc CFA est encore là. Son histoire, son évolution, son arrimage à une monnaie communautaire étrangère fait débat. Le CFA, c'est l'avantage d'une garantie et d'une sécurité, mais il porte en lui des inconvénients dans cette dépendance. Aujourd'hui, la question est ailleurs et concerne une éventuelle dévaluation. CFA, pas de changement de parité en vue. C'est une chronique signée Omar Diaw. CFA, un acronyme qui a pu signifier comptoir français d'Afrique, mais officiellement décliné en colonie française d'Afrique à partir de décembre 1945. Dans une bonne partie de l'Afrique noire habituée au troc, l'argent de tous les maux, de toutes les tentations et de toutes les convoitises était introduit. La monétarisation de nos sociétés n'est pas sans conséquences économiques et sociales. L'Afrique indépendante n'a pas pour autant renoncé à cette monnaie, et une critique forte de nature idéologique est de dire que les pays où est la cour n'ont pas encore une souveraineté absolue. On connaît l'exemple de ces pays de l'ancien empire qui sont sortis, certains avec fracas, d'autres sans bruit, de la zone franc. Le Mali dès 1962, la Mauritanie en 1973, Madagascar la même année, la Guinée de fait l'année de sa rupture avec la métropole. Après son aventure, le Mali va réintégrer, les Guinées-Bissau et équatoriales vont entrer. Chacun de ces pays qui ont cherché à couper le cordon ombilical monétaire ont frappé leur monnaie, évidemment inconvertible et sans garantie internationale. L'arrimage du franc CFA à l'euro garantit sa stabilité. Dans les deux ensembles que sont l'UEMOA et la CEMAC, le CFA facilite les échanges et l'intégration. Il est considéré comme gage de sécurité auprès des marchés. Mais en dépit de ces avantages, confort, sécurité, stabilité, les critiques ne manquent pas et alimentent des débats de spécialistes et de profanes. La création de monnaie reste sous contrôle extérieur et une bonne partie des réserves de change dort dans les coffres du trésor français. Cette absence de liberté monétaire est fortement décriée par des économistes et des politiques.
Après la dévaluation du 11 janvier 1994 qui a été un choc, la psychose d'une seconde au prétexte de rendre nos économies plus performantes à l'export est permanente. Le franc CFA, qui suit les variations de change de l'euro, qui structure une zone économique avec d'autres réalités, serait ainsi surévalué et certains pensent qu'il faudrait le remettre à sa place. Pour l'heure, il n'est pas question d'une telle option, ce que l'on disait exactement à la veille de la division par deux de 1994. En la matière, y a-t-il vraiment des certitudes? Ce qui est sûr, c'est qu'une dévaluation provoquerait à court terme un surenchérissement des importations là où le déficit commercial est structurel et donc une poussée inflationniste accompagnée d'une baisse du pouvoir d'achat. À moyen et long terme, elle pourrait renforcer la compétitivité des filières exportatrices. La dévaluation, qui est juste une manipulation monétaire, n'est pas une panacée et la monnaie unique d'une Afrique indépendante tarde à se concrétiser. On en rêve encore et elle est plus difficile à obtenir qu'il n'y paraît. CFA, pas de changement de pas été en vue. Une chronique signée Omar Diaw. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a visité des projets de fixation des sols et de protection des populations de Pilote-Bar face à l'avancée de la mer à Saint-Louis. C'était en compagnie de la mission de l'Union européenne au Sénégal, des réalisations qui donnent de l'espoir aux populations vivant le long de la langue de Barbarie, Lamine Touré. Une bande de filao sur la flèche sableuse de la langue de Barbarie et du sable fin sur la plage de Pilote-Bar dans la région de Saint-Louis, deux projets environnementaux pour deux objectifs essentiels, fixer ici le sable et sauver toute une communauté humaine de l'autre côté. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a fait le déplacement en compagnie de la mission de l'Union européenne au Sénégal pour constater les réalisations. Ce que vous avez vu ici, c'est un engraissement, un ensablement. Nous avons voulu imiter la nature pour protéger un peu ce village. Mais tout cela, nous allons suivre ça, observer, recueillir des données, avoir des observations exhaustives pour savoir, parce qu'en tout point de ce littoral, ce qu'il faut faire, le type d'ouvrage est complètement différent d'un point à un autre. Ainsi, Pilote-Bar dispose d'une plage longue de 700 mètres et 20 de largeur. Elle est surtout une barrière de protection contre la remontée des eaux qui menace la vie des populations, une solution ponctuelle et inclusive qui, pour le moment, donne espoir aux habitants. D'abord, il y a eu ce remblaiement qui nous a permis d'avoir cette surface-là que vous voyez et qui constitue en fait une sécurité au niveau du village. Mais disons-le, une sécurité précaire, parce que comme vous l'avez vu, le danger est là, le danger est menaçant, le danger est là, il est imminent. Parce que vous savez, le sable tout seul ne peut pas arrêter la mer. Les réponses au changement climatique doivent s'inscrire dans la durée. Les autorités ont compris l'enjeu comme d'ailleurs les populations. Il faut donc aller au-delà de ces ouvrages réalisés dans l'urgence. Ce sont des ouvrages qui vont pérenniser, qui vont permettre à ces villages par exemple de rester là où il est, sinon il aurait été mangé par la mer. Ça va permettre aux populations de continuer à travailler, de pouvoir pêcher tranquillement, de pouvoir cultiver leur maraîchage. Si on parle de l'ouvrage, je pense que ça a une durée de vie en moins de 2 à 5 ans. C'est normal parce que c'est du sable, c'est un ensablement. Mais tout dépend après de la stabilité de la zone, ce qui peut allonger la durée de vie. Pour le moment, ces méthodes souples vont en tout cas contenir les agressions de la brèche ouverte en 2003 pour éviter Saint-Louis des inondations. Une ouverture qui semblait être à la merci de la dynamique marine, avec comme conséquence des phénomènes d'érosion dans la zone. De l'espoir donc pour les populations de Pilote-Bar avec ces ouvrages qui seront lancés par le ministère de l'Environnement et l'Union européenne. Un symposium sur les objectifs de développement durable se tient à Dakar. Réaliser les objectifs de développement durable, c'est le thème retenu. Trouver les ressources pour financer les ODD, lutter contre la pauvreté et les inégalités sont les principaux points de cette rencontre à Wandiaï. Que cette jeunesse qui se soulève sera le tombeau de ceux qui vont pour la liberté. Les objectifs de développement durable, ODD, un ambitieux chantier mondial. Ce symposium a permis d'expliquer à l'assistance l'engagement du Sénégal pour lutter contre l'inégalité et la pauvreté. Le développement durable constitue en effet la réponse appropriée à la crise du modèle de développement occidental hérité de la révolution industrielle et dont l'essoufflement se manifeste à travers
le changement climatique dû à l'émission de gaz à effet de serre, la raréfaction des ressources naturelles, la destruction des forêts et la diminution de la biodiversité. Bien que notre pays ait enregistré des résultats incontestablement positifs, le bilan d'ensemble des OMD est mitigé. Dans nos analyses d'alors, nous avions bien remarqué que les OMD souffraient de certains défauts originels, dont les plus caractéristiques furent d'abord l'accent mis sur les symptômes plutôt que sur les causes, ensuite l'approche cloisonnée et enfin l'absence de quantification des indicateurs d'évaluation et la problématique lancinante du financement. Le thème retenu est réaliser les objectifs de développement durable. L'ambition des 17 objectifs de développement durable, déclinés en 169 cibles, est de présenter une vision exhaustive de toutes les facettes du développement en vue de transformer, d'ici à 2030, les conditions de vie et de travail de toutes les composantes de nos sociétés, de mettre fin à la pauvreté, de lutter contre les inégalités et l'injustice et de faire face au changement climatique pour préserver la planète. Le laboratoire d'analyse, de recherche et d'études du développement, l'ARED, a organisé cette rencontre. Pendant 2 jours, les contributions vont porter sur le financement des ODD, la prise en compte des objectifs de développement durable dans les politiques nationales de développement. Le sens de ce symposium est de réfléchir aussi sur les actions à mener pour réaliser les ODD. Le Sénégal à la conquête du marché maghrébin, c'est dans le cadre de la diversification des marchés d'export de la mangue. L'Europe est jusque-là le principal client du Sénégal. Pourtant, le Maghreb présente beaucoup d'opportunités. Une étude faite dans ce sens a été largement partagée ce matin entre l'ASEPEX, ses partenaires et les acteurs Aramdao. Elle est sûre comme valeur, compétitive comme produit. La meilleure mangue au monde se targue toujours les acteurs. L'Europe ne semble pas dire le contraire, elle qui a multiplié par 20 les importations des mangues sénégalaises entre 2000 et 2015. C'est ce marché qu'il convient de consolider tout en conquérant de nouveau. Nous sommes sur la France, nous sommes sur l'Allemagne, nous sommes sur la Belgique et nous voulons également explorer d'autres types de marchés. Nous sommes sur quelques pays africains, mais il y a une priorité aujourd'hui sur le Maghreb. Sachez qu'au Sénégal, déjà, la balance commerciale sénégalaise dans le cadre spécifique des pays africains est excédentaire, avec 42,5 d'exportation dans la zone sous-régionale. Mais le marché maghrébin est un marché important. Le marché est déjà étudié. C'est pour analyse et validation que ces acteurs sont convoqués. 4 pays en particulier, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, Tunisie. Et au sein de ces marchés, l'étude a identifié quels étaient les marchés les plus porteurs pour la mangue sénégalaise. Donc évidemment, on a trouvé le Maroc, puisque le Maroc, on a déjà en 2014 plus de 1000 tonnes de mangue sénégalaise qui sont parties vers le Maroc. C'est l'union des forces autour de la mangue, avec la CEPEX, le Centre de commerce international, le programme d'amélioration de la compétitivité de la mangue et le cadre intégré renforcé. Le fait de cibler le marché maghrébin vient à son heure parce que c'est un marché où, donc, de manière informelle, on a constaté que les camionneurs qui viennent déverser la clémentine, en retour, ils amènent de la mangue si le produit est disponible. Donc c'est une niche qu'on est en train d'exploiter. 16 937 tonnes de mangue ont quitté le Sénégal en 2015, un record qui ne représente pourtant que 14% de la production nationale. Il s'agit de manière plus spécifique d'augmenter l'offre exportable de mangue et de produits dérivés de qualité et de diversifier les marchés d'exportation à travers l'identification donc de nouveaux marchés au niveau régional et international. La mangue reste la première filière horticole d'exportation. Avec une production estimée à plus de 120 000 tonnes, le Sénégal peut nettement faire mieux que les 16 000 exportés. L'étude donne un plan d'action dans ce sens.
Notez que le chef de l'État a reçu en début de soirée le ministre des Affaires étrangères du Congo, Jean-Claude Gakoso, et porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso. Il s'agit d'une invitation à l'investiture du président congolais qui vient d'être réélu. Le diplomate a loué la qualité des relations entre les deux chefs d'État, mais aussi l'amitié entre les deux peuples du Sénégal et du Congo. Jean-Claude Gassoko est au micro de Omar Nying. Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, vous savez qu'ils entretiennent une relation très chaleureuse et au-delà de nos deux chefs d'État, nos deux pays, nos deux peuples sont très liés par l'histoire, par le sang et c'est une relation exceptionnelle entre le Sénégal, que celle qui existe entre le Sénégal et le Congo, la République du Congo. Alors donc j'étais porteur d'un message, d'une lettre d'invitation du président Sassou à son frère. Vous savez que le Congo Brazzaville a organisé une élection présidentielle. Les résultats sont tombés sans appel. Le président Sassou a gagné l'élection, a bien gagné l'élection, au-delà du battage médiatique orchestré par certains médias dont on ne sait pas quelle est la finalité qu'il vise. Il a bien gagné son élection et il sera investi devant le peuple le 16 avril prochain. Et à cette occasion, il souhaite ardemment avoir à ses côtés ses frères, ses amis, parce que ça va être un moment exceptionnel. C'est la quintessence du message dont j'ai été porteur. Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères du Congo, reçu par le chef de l'État dans notre série. En association pour booster la production, les récoltes sont en cours avec 15 000 à 20 000 tonnes cette année. Pour les années à venir, ces producteurs estiment que les rendements permettront de limiter les importations. Luis Bilza. Au cœur de la zone des Niayes, qui polarise plus de 80% de la production horticole, l'association des producteurs maraîchers de Kayar en a fait une cité d'horticulture. Kayar fait partie de la filière de pommes de terre avec l'association des producteurs maraîchers de Kayar. Nous sommes dans un champ de pommes de terre. Cette année, l'association des fils du terroir a reçu 494 tonnes de semences pour mener à bien ses activités. On a estimé à 15 000 tonnes, voire 20 000 tonnes de rendement. Par rapport maintenant à l'année 2015, on a eu 338 tonnes de semences qui donnait un rendement de 13 200 tonnes. Actuellement, en termes de rendement, chaque hectare doit pouvoir donner 25 à 30 tonnes. Ce champ est de 3 hectares, une grande surface de production pour de meilleurs rendements. Cette augmentation de rendement s'explique par une évolution maintenant de la technologie. Une nouvelle technique d'irrigation maintenant existe depuis 2 ans à Kayar avec l'utilisation des espaceurs. Et si cette tendance continue, 2017-2018, on aura 25 000 tonnes. Globalement, la production nationale est de 65 000 tonnes et Kayar occupe la première place avec 60% de la production nationale. Les producteurs se projettent sur 25 000 tonnes de pommes de terre pour 2017-2018. Cela peut aussi fonctionner avec les systèmes d'arrosage modernes, tels que le tourniquet. Sur ce plan, l'État et le gouvernement canadien, à travers le PADEM, aident beaucoup les producteurs en aménageant des surfaces agricoles avec comme source d'énergie le solaire. Et notre objectif par rapport, comme le président l'a tout le temps dit, APMOK
travaille non seulement au niveau national, mais travaillera maintenant pour faire des exportations au niveau sous-régional. Les conditions climatiques actuelles permettent aux producteurs de pousser leurs ambitions très loin. En substance, il s'agira d'arrêter l'importation de la pomme de terre, ce grâce à l'autosuffisance. Le climat est clément et la pomme de terre maintenant aime ce type de climat, puisque c'est un climat doux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de neige par exemple qui garde les récoltes cette année. Maintenant, si cette tendance continue, maintenant on aura 2 phases de production par année. Et ces 2 phases maintenant nous permettront d'accomplir ou d'atteindre nos objectifs, puisqu'on aura presque 10 mois sur 12 ou 12 mois sur 12 au niveau national, il n'y aura pas de rupture de pommes de terre. À partir de 2017, on s'attend à ce que le Sénégal n'importe plus de pommes de terre. Le pays a besoin de 60 000 tonnes. Aujourd'hui, on en est à 65 000. Donc, on a atteint l'objectif. À partir de 2017, on peut même s'attendre à ce que le pays exporte dans la sous-région. Pour davantage développer le secteur, l'État subventionne les producteurs à hauteur de 50% en semences, en carburant et en autres intrants. Nous avons eu 494 tonnes de semences. Et pour notre opération, on sait que pour chaque tonne de semences, il faudrait 1 tonne d'engrais. Et cette année, l'État nous a donné 30 tonnes d'engrais, contrairement à l'année dernière où on a eu 60 tonnes. Donc il y a une baisse. Il y a une baisse maintenant de la subvention d'engrais et c'est ce que nous déplorons. Les producteurs en sont à l'étape de la récolte de la pomme de terre. Sur le marché, le produit s'écoule bien. Pour l'année 2016, les horticulteurs espèrent avec les assurances des techniciens récolter plus de 20 000 tonnes. 20 000 tonnes, 22 000 tonnes à produire, aussi l'ambition de Séné-India. Spécialisée dans cette filière, l'entreprise produit le tiers des besoins du marché. La main-d'œuvre, le matériel et les moyens de conservation permettent aux producteurs de faire vivre la filière. Difficile d'en dire autant pour la patate douce, qui est selon ses exploitants une filière qui rencontre d'énormes difficultés. Jeanne Dior. Un bol de lait caillé pour Fatimata Ba et ses amis qui se partagent le petit déjeuner le temps d'une pause. Mais celle-ci n'aura duré que 20 minutes avant de se pencher à nouveau sur la chose la plus importante sur ces lieux, la pomme de terre. Nous sommes dans la commune de Mbane, située à 25 km de Richard Toll. Entre Ndiahaye, Louguéré et Mar 1 et 2 se trouve un site de 495 hectares de pommes de terre. En ce début de récolte, les ouvriers se démènent. 50 tonnes à l'hectare du légume sont récoltées pour le marché local. Pendant la saison de gel de la pomme de terre étrangère, nous voulons fournir au Sénégal la quantité nécessaire en pomme de terre. C'est-à-dire que pour le mois de février, je crois que le Sénégal a besoin de 6 000 tonnes. Et nous, on prévoit de faire sortir 8 000 tonnes pour le marché local. L'ambition de la structure cette année est de produire 22 000 tonnes la saison. Produire encore mobilise une forte main-d'œuvre. Des centaines d'hommes et de femmes venant d'une vingtaine de villages environnants composent ce personnel, dont la majorité est journalière. On nous paye 1800 francs par jour pour la récolte. Nous y gagnons énormément parce que nous arrivons à assurer certaines dépenses, surtout nous les femmes. Cependant, nous demandons que ces grands producteurs recrutent en priorité nos maris et nos enfants parce qu'après tout, ce sont nos terres. Localement, la main-d'œuvre ne peut pas faire ça. Donc il faut des machines. On a commandé beaucoup de machines, de la planteuse à la récolteuse et aux chargeurs sur les remorques. Nous avons un magasin de stockage, les intrants, les engrais et tout. Et nous utilisons des pivots pour l'arrosage. Bon, nous avons creusé un canal, le canal qui peut avoir de l'eau toute l'année. Après la collecte, les remorques passent au pesage avant de déverser le produit au magasin de stockage où se fait le premier tri. La marchandise sera conservée des heures avant de subir un dernier contrôle à la chaîne de calibrage. Ici, quelques 170 journaliers procèdent au second tri, à la mise en sac et au dépôt sur le tapis. Ce dernier les achemine à la chambre froide.
Avec son réfrigérant, cet espace a une capacité de conservation de 10 000 tonnes. Après les champs, la pluviométrie qui sort de là-bas a une température chaude. Et directement dans les chambres fortes, ça ne va pas. Donc on le met en tri pendant 1 jour, 2 jours en tri pour pouvoir baisser la température. Jusqu'à 15 degrés, on peut entrer dans les chambres fortes. Et pendant 15 jours à peu près, chaque 2 jours, on peut descendre 1 degré. Jusqu'à avoir la température de conservation qui est à peu près de 3 à 4 degrés. Autre légume destiné au marché local, la patate douce. Exploitée par les populations des localités environnantes du lac, la filière réunit près de 5000 exploitants, dont certains regroupés en union. La production tourne autour de 2000 tonnes. À l'exception de l'eau qui leur provient du lac de Guerre, ces producteurs rencontrent d'énormes difficultés dans la production. La filière patate est très rentable pendant la récolte. Le propriétaire du champ, ceux qui l'aident pour la récolte et même les femmes qui font le ramassage après récolte y gagnent. Mais la filière n'est pas soutenue, à part l'engrais subventionné qui est très insuffisant. Nous n'avons pas d'infrastructure, pas de chambre froide, ni de magasin de stockage. Pour la direction de l'horticulture, l'engrais donné aux producteurs n'est qu'une contribution de l'État pour soutenir les agriculteurs. Le quota alloué à l'horticulture reste insuffisant par rapport à la demande. Présentement, tous les producteurs s'intéressent à l'engrais horticole, donc à l'engrais subventionné. Ce qui fait que pour une répartition équitable, il est très difficile de satisfaire tout le monde. Donc on est obligé sur l'ensemble du territoire de faire une répartition pour que tout le monde puisse bénéficier de cet engrais subventionné. Selon les statistiques des productions horticoles 2014-2015, la dernière campagne de la patate douce est estimée à 35 000 tonnes. Mieux pour la pomme de terre, elle a atteint les 52 230 tonnes. Une tendance qui peut connaître une hausse avec la contribution de l'État qui soutient les producteurs à travers la subvention des semences. Parlons à présent de ce cas d'école. Ainsi pourrait-on qualifier l'initiative portée par un ancien émigré devenu horticulteur de premier plan. Contre vents et marées, Moustapha Fall, ressortissant de Thiès, est parvenu à se reconvertir et à mettre sur pied l'une des plus grosses entreprises vertes du Sénégal. Mamadou Samambo est allé à sa rencontre. Dans les faubourgs de Thiès, au pied des rogniers, 100 hectares de pastèques. Sur l'une des parcelles, la récolte bat son plein. Les ouvriers agricoles s'en donnent à cœur joie. Au centre du périmètre, le maître des lieux, Moustapha Fall. Il faut être en permanence dans les champs pour surveiller. Il faut prendre un bain de soleil tous les jours. Il est sur pied depuis les premières lueurs du jour et sa journée de travail n'a pas de chrono. Tafa, comme l'appellent ses proches, a ses bureaux à Thiès. Mais c'est au pas de course qu'il passe rencontrer le personnel assis. Tout le temps et toute l'énergie de ce baroudeur sont concentrés sur les exploitations. 160 hectares Tchanaba, 120 hectares Sipan, 300 hectares Mousna. Derrière l'engagement de Tafa, une révolte. Et à l'origine, un parcours de combattant. Parce que c'était un peu difficile. Retour en arrière. Thiès, 2005. Après 17 ans d'émigration, Moustapha Fall rentre au Bercail avec un projet agricole en tête. Sa famille s'étonne. Ses proches s'inquiètent. Ils le soupçonnent d'être dépressif. Lorsque j'ai dit à ma famille que je suis rentré pour cultiver, elle s'est marrée. Personne n'a compris. Ma mère m'a demandé si je n'avais pas d'ennui. J'ai répondu que non, mais... Ne trouvant plus d'oreilles attentives, l'aventurier prend le chemin de l'exil. Mais comme la famille ne me comprenait plus, j'ai décidé d'aller camper à Mbour pour faire mes démarches. C'était ma zone cible. Nous avons souffert à Mbour. Moustapha faisait la cuisine, moi la vaisselle et l'autre ami le ménage. Il lui fallait trouver des terres, rassembler des hommes de confiance et faire face à la stigmatisation.
Première démarche, première déception. Lourdeur administrative, corruption et 22 millions d'économies perdues dans un litige foncier. Moustapha est à sec, mais peut compter sur quelques rares compagnons, dont Ibrahima Sissé. Il arrivait des moments où c'est mon père qui nous dépannait. Puis, la chance sourit à l'enfant prodige. Il peut enfin lancer ses activités. Là, c'est le champ que j'aime le plus, car c'est ici que j'ai démarré avec l'aide de l'ancien président de la communauté rurale. Au début, il y avait quelques réticences. Je l'ai convaincu en leur faisant de bonnes propositions. Aussi, je tiens à la parole donnée. Touba Fruit voit le jour. Les populations adhèrent au projet et signent avec lui des contrats d'exploitation. Dans le contrat, il est dit qu'il ne recrute que les jeunes du terroir, sauf si la compétence n'existe pas ici. Il investit aussi dans le développement. Par exemple, il a donné 7 millions au GIE des jeunes et nous y avons prélevé 1 million pour subventionner l'adhésion des populations aux mutuelles de santé. L'intrépide retour en Europe convaincre certains jeunes émigrés de rentrer travailler la terre. 17 d'entre eux prennent le billet retour. Parmi eux, son frangin Libas Diop, basketteur ancien de l'équipe nationale, sur ces images d'archives. Ça, c'est une affaire de famille et la famille est sacrée. Quand il m'a demandé de venir, j'ai accepté. On m'a formé en technique de pépinière et depuis, c'est moi qui gère. Je vois là une possibilité de reconversion. Dès que tu entres dans ce champ, tu perçois que ça, c'est des professionnels qui travaillent. Et moi, j'ai vu qu'il faut un peu montrer de ce qu'on fait pour que d'autres puissent en tirer profit. Je n'ai jamais été à l'école, mais j'ai voyagé. Moustapha Fall, l'ancien incompris, pèse aujourd'hui 700 hectares d'horticulture. 1400 employés, 800 conteneurs exportés en 2015, chiffre d'affaires 10 milliards de francs CFA environ. Moustapha Fall, l'émigré devenu horticulteur, c'est un exemple à suivre. On va reparler. Donc on va poursuivre cette série sur l'horticulture dans nos prochaines éditions. Parlons de ce grave accident ce matin dans le département de Guinguinéo à Kaolack. Un bus s'est renversé, occasionnant la mort de 8 personnes et faisant 50 blessés, dont 28 dans un état grave. Ce véhicule de 72 places avait quitté Dakar pour rallier Mandadouane sur la route de Vélingara. C'est un reportage de Claire Diop. Le bilan est lourd, en témoigne l'état du véhicule juste derrière moi. De Dakar en partance vers Tambacounda, 72 personnes étaient à bord du bus. Les 7 ont trouvé la mort sur le coup. Une personne est morte à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. On compte également plus de 50 blessés, les 28 dans un état grave. Je dormais quand j'ai entendu un grand bruit. Après, j'étais coincé par les sièges. J'ai dû crier fort pour que l'on puisse venir me secourir. Et ils ont cassé les vitres pour que je puisse sortir. Le chauffeur ne dormait pas. C'est le destin, il faut l'accepter. Il s'est démerdé pour immobiliser le véhicule. Hélas, il s'est renversé. Quand les pneus ont éclaté, il a perdu le contrôle et l'arrière du véhicule a dérapé avant de se renverser sur la route. Le choc fut fatal, les passagers n'ont rien vu venir, la plupart dormaient. Il était un peu plus de 3 heures du matin quand 3 des pneus arrière ont éclaté alors que le bus roulait à vive allure. Le chauffeur a perdu le contrôle de son engin. Celui-ci a fini sa course renversé sur le trottoir, faisant de nombreuses victimes, dont le conducteur et son apprenti morts sur le coup. Sont incriminés l'excès de vitesse, la surcharge de marchandises, mais aussi un autre facteur déterminant. Avec l'état étroit de la route entre Gossas et Kaolack, vraiment je pense que les accidents peuvent vraiment se répéter. Les services de secours se sont organisés dès que avisés. À cet effet, du matériel a été mobilisé pour permettre la sortie des personnes piégées dans le véhicule et d'évacuer les victimes vers l'hôpital régional de Kaolack. Sur place, des dispositions particulières ont été prises. Les opérations ont été débutées à 3 heures du matin
avec nos moyens, c'est-à-dire une ambulance, un engin pompe et un véhicule de liaison, appuyé par 3 ambulances du district de Kaolack et l'hôpital régional. L'accident a eu lieu sur l'axe Gossas-Kaolack, plus précisément à hauteur du village de Tialongan, dans l'arrondissement de Mbadakhoune, commune de Khelkom, département de Guinguinéo, dans Kaolack. Une fois encore, cette route refait parler d'elle en ôtant des vies. Pour les plus chanceux, il va falloir vivre avec le traumatisme à jamais. 8 morts et 50 blessés, dont 28 graves. C'est donc le bilan de cet accident. Dialogue et radicalisme, le thème a réuni différentes personnalités. La conférence a permis aux participants de revenir largement sur le radicalisme des jeunes que l'on constate de plus en plus. L'objectif est de donner une place importante au dialogue pour résoudre ce problème. Ibrahim Ndong. Le choc des civilisations a été au cœur des débats dans cette conférence. Dans un monde en perpétuelle mutation où le radicalisme gagne du terrain, il est important de trouver des solutions appropriées. Le dialogue peut constituer une alternative. Oui, le dialogue comme alternative, je crois, mais aussi comme mesure d'accompagnement. Encore une fois, il faut parfois des réponses fortes. Des réponses militaires, il en faut. Mais cela ne règle pas définitivement la question, cela ne règle pas définitivement le problème du terrorisme. Le dialogue, oui. Maintenant, il faudrait une profonde réflexion. Ce qui veut dire que le radicalisme n'a pas seulement comme cause la religion. Ce n'est pas seulement un problème purement religieux. Parce que c'est des jeunes qui ont quand même eu un passé extrêmement difficile avec la justice, avec le banditisme et la délinquance. L'une des solutions, c'est surtout un accompagnement au niveau social, au niveau économique de la jeunesse d'une manière générale. Dans certains pays, on a vu que dans ces banlieues, que ce soit dans les banlieues en France ou à Bruxelles, ces jeunes ont été laissés à eux-mêmes pratiquement. Il y a une démission totale des pouvoirs publics, une démission également de la famille. La réponse sécuritaire est insuffisante, elle montre ses limites et la nécessité d'investir dans l'éducation pour redonner sens, mais également répondre aux questions de dénuement matériel. Interroger la question de la migration et des constructions identitaires qui en résultent dans les différentes sociétés qui sont concernées. Au Sénégal, les confréries ont toujours joué un rôle capital dans l'éducation spirituelle. Mais avec les changements de l'heure, il est important de s'adapter. Mais aujourd'hui, je crois que les confréries doivent faire l'effort d'une didactisation de leur message face à l'émergence d'une jeunesse de plus en plus demandeuse de spiritualité et de modèles, et que face à l'attraction et cette fascination du salafisme qui est un islam simplificateur par ces moyens de propagande modernes que sont l'internet, YouTube, etc., les confréries doivent didactiser leur message, mettre en valeur ces messages-là, ne pas s'enfermer dans des archaïsmes. Cette conférence a suscité beaucoup d'intérêt du côté des participants, l'occasion pour les panélistes de partager avec le public, mais aussi d'esquisser des pistes de solutions. Face aux nombreuses grèves dans le secteur de l'éducation, le comité du dialogue social invite les enseignants et le gouvernement à la table de négociation. Fidèle à sa mission de veille et d'alerte sur les crises scolaires, le comité du dialogue social participe ainsi activement à la recherche de solutions. C'est un reportage signé Oumalde. La situation de l'année scolaire 2015-2016 devient inquiétante en raison des grèves. Il urge alors de travailler à sauver cette année. Nous avons rencontré les organisations syndicales pour faire l'évaluation de cette situation et pour recueillir également leurs attentes par rapport au comité du dialogue social. Nous voulons aller vers les autorités et nous attendons des audiences de la part du ministre de la fonction publique, du ministre de l'Éducation nationale, du ministre des Finances, puisqu'il s'agit bien de définir des modalités de mise en œuvre des nouveaux engagements pris lors de la revue, mais également à l'issue du discours du président de la République. À travers le dialogue social, il s'agira de cultiver le consensus et le compromis. Pour ce faire, quelques recommandations sont faites. Il s'agit de refonder le système éducatif et à ce titre, il faut gérer la stabilité de manière durable. C'est le rôle des structures de régulation sociale. Anticiper sur les crises, régler les crises dans les meilleures conditions possibles, mais aussi créer les conditions de l'atteinte des objectifs de développement de l'éducation et de la formation. Le comité du dialogue social veut sauver l'école sénégalaise
Il affirme son engagement pour un dialogue franc et constructif. Je rectifie, c'est donc un reportage signé Omar Baldé. La vie associative au sein des campus universitaires, un point qui a intéressé les étudiants sénégalais et ivoiriens. Au cours d'un atelier non supervisé par les encadreurs, chacune des parties a pu tirer le bon côté des expériences de l'autre avant de clôturer la caravane par un après-midi culturel. Philomène Constance Diagne. Seuls les étudiants ont participé à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Sans tabou ni réserve, en l'absence des encadreurs, les échanges ont été très informatifs. On a constaté qu'il y a un niveau de responsabilité des amicales et aussi il y a aussi l'implication de nos amicales dans la gestion des œuvres universitaires, mais aussi dans la gestion aussi concernant les affaires académiques et pédagogiques, parce que nos instances sont représentatives dans les assemblées de fac, dans les assemblées d'université, mais aussi dans les conseils d'administration des centres des œuvres universitaires, mais aussi au niveau de l'attribution des bourses. On nous implique sur tous ces processus, toutes ces gestions. Nous avons compris qu'au Sénégal, la vie associative et estudiantine est très impliquée dans la gestion des affaires universitaires. Et nous tenons à féliciter les autorités sénégalaises et aussi nous félicitons nos étudiants qui ont mené ces combats-là pour qu'aujourd'hui ces étudiants-là soient vraiment intégrés dans la gestion quotidienne même des affaires universitaires. Le système d'organisation de la vie associative estudiantine ivoirienne, à copier par les Sénégalais, il permettrait une meilleure prise en compte des besoins. L'une de nos forces aussi, c'est que nous sommes en plateforme, où il y a une structure qui est au-dessus de toutes les autres structures, où tout le monde vient parler, tout le monde vient échanger. Donc je pense que nous les invitons à copier cela. Nous aussi, nous allons copier leur mode de fonctionnement, demandant à nos administrations de nous impliquer, car aujourd'hui ce que nous voulons, c'est une école nouvelle par une gestion participative. Ils se sont regroupés autour d'une grande association. Et c'est cette grande association qui est l'interlocuteur privilégié, ou bien je peux dire l'interlocuteur direct des étudiants par rapport aux administrations, c'est-à-dire la présidence de l'université Houphouët-Boigny, mais plus particulièrement aussi le ministère de l'enseignement supérieur. Ce qu'on va faire à notre niveau, parce que surtout l'université Cheikh Anta Diop, parce qu'on n'a pas cette coordination des amicales, mais dans les autres universités du Sénégal, ils ont ce même modèle, cette coordination, bien vrai que ça c'est une grande association. Nous, on peut copier sur ça, mais sur les autres points, on a vu que vraiment on les a dépassés par rapport à cela. De l'utile, la délégation a versé dans l'agréable. Après avoir goûté aux douceurs ivoiriennes, les étudiants ont digéré avec des pas de danse et non sans leurs encadreurs. Voilà, des images de l'amitié qui symbolisent donc l'amitié entre étudiants sénégalais et ivoiriens. C'est parti pour les activités marquant la célébration de la 136e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. L'événement qui sera célébré les 8 et 9 mai prochains et commémoré sous le signe de la paix. Maman Moussania. Il y a 136 ans exactement, quand Seydina Limamou Laye lançait cet appel célébré encore aujourd'hui. Un appel qui a tenu et qui s'est répandu à travers le monde. À l'époque, il s'adressait aux hommes pour dire qu'il est un envoyé de Dieu et qu'il avait un message solennel à délivrer. Un message de paix, d'amour, de tolérance. Cette année encore, l'événement se veut exceptionnel à la dimension du vénéré Seydina Limamou Al-Mahdiou. Nous avons passé en revue l'ensemble des demandes et des besoins pour nous permettre d'organiser ce grand événement à caractère national et international sans difficulté, sans problème. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à ce jour, tout se passe très bien. Nous avons fait des visites avec la sous-préfecture des Almadies sur instruction du gouverneur, avec le comité d'organisation. Nous avons passé en revue tous ces chantiers et on peut dire que tout se passe très bien. En direction de cet événement majeur dans l'agenda de la communauté musulmane, un CRD s'est tenu pour une parfaite organisation de l'appel. Des conférences sont également organisées pour mobiliser davantage les fidèles en vue de l'appel.